Me open, decide to break it broken from front, side to side, middle to back, never the whack. Il y a des artistes qui marquent une époque, et puis il y a ceux qui marquent une vie. Et pour moi, Mos Def fait partie de cette deuxième catégorie. Son flow, sa poésie, son engagement, tout chez lui résonne comme une vérité brute. La première fois que j'ai entendu sa musique, j'ai ressenti quelque chose de différent. Une sincérité rare, un mélange parfait entre conscience sociale et pure passion pour le hip-hop. À une époque où beaucoup cherchaient juste à faire bouger les têtes, Mos Def, lui, a choisi un autre chemin. Un chemin où l'audace prime sur la conformité, où il n'a jamais eu peur de bousculer les codes et d'aller là où on ne l'attendait pas. Alors qu'il était au sommet de sa carrière, il a pris des risques énormes. Perdre des fans, bousculer son image, tout ça, simplement, pour rester fidèle à ce qu'il était. Bienvenue à Brooklyn, New York, et plus précisément, bienvenue à Bedford-Stuyvesant. Je t'avoue, je suis pas sûr de la prononciation. Quoi qu'il en soit, cet endroit, c'est l'un des quartiers les plus emblématiques de New York. Dès les années 1900, ce coin de Brooklyn a été un véritable carrefour pour les communautés afro-américaines venant du sud des États-Unis, fuyant des conditions de vie difficiles. Mais ce n'est qu'à partir des années 60 que ce quartier devient un véritable symbole de résistance et de créativité face aux difficultés sociales et économiques. Au lieu de se laisser abattre par la pauvreté, le racisme et toutes les inégalités du système, la créativité s'est mise à briller de mille feux. D'abord, le quartier est devenu un lieu clé pour l'activisme et la créativité artistique. Des figures importantes comme l'écrivain et militant Amiri Baraka ont largement contribué à dynamiser la scène culturelle locale. Là-bas, on parlait de tout, de la culture noire, de l'identité afro-américaine, de la résistance à l'oppression. Ils étaient prêts à tout pour faire avancer les choses. Des initiatives communautaires ont alors vu le jour, apportant soutien et solidarité au cœur du quartier, et l'une de ces initiatives a même pris la forme d'une série télé nommée Inside Bedford-Stuyvesant. Un moyen de mettre en lumière les réalités du quartier tout en célébrant sa culture vibrante et sa diversité. Mais malgré tous ces efforts pour améliorer les choses, ce quartier a continué à lutter contre la criminalité et les violences des gangs, un héritage des tensions raciales et économiques des décennies passées. Et ces défis ont aussi donné naissance à une résilience impressionnante qui s'est souvent exprimée à travers la musique. Le jazz, le funk et le hip-hop ont envahi le quartier, remplissant l'air de rythmes et de sons qui lui étaient uniques. Ces styles musicaux ont offert aux jeunes une manière de s'exprimer, de parler de leur réalité et de faire face à l'adversité tout en créant une culture pleine d'énergie. C'est donc dans ce quartier rempli de vie que Dante Terrell Smith voit le jour le 11 décembre 1973. Fils aîné d'une grande fratrie composée de 12 enfants et beaux enfants, Dante grandit entouré de responsabilités, de chaos et d'amour. Sa mère, Sharon Smith, est une activiste déterminée qu'il élève seul à Brooklyn. Et elle a joué un rôle central dans sa vie en l'élevant dans un environnement marqué par l'activisme social et l'engagement pour les droits civiques. Et en étant profondément impliquée dans la lutte pour la justice, elle a inculqué ses valeurs à son fils de solidarité, d'égalité et de résistance. Mais à côté de ça, elle encourageait aussi son fils dans ses premières passions pour l'art et pour la musique. Et son père, quant à lui, Abdulrahman Smith, a aussi joué un rôle important, mais indirect, dans la vie de son fils. Initialement membre de la Nation of Islam, adoptant une version plus orthodoxe de l'islam sunnite. À l'âge de 13 ans, Dante est réellement exposé à l'islam, et cette rencontre avec la foi marquera profondément son identité et sa vision du monde. Quoi qu'il en soit, Dante grandit dans le Brooklyn des années 80 et 90, au cœur d'une époque marquée par l'épidémie de crack, les violences des gangs et une pauvreté généralisée. Très tôt, il décide de travailler dur pour s'offrir une vie meilleure, en envisageant par exemple de devenir médecin ou ministre, et en étant un enfant curieux de nature, il remplissait son temps libre à lire. Bon, jusque-là, tout a l'air de se passer plutôt bien. Mais pour autant, son enfance ne sera pas une enfance sans drame. Parce qu'un événement traumatisant le marquera à vie, le jour où il assiste impuissant à un accident qui implique son petit frère de 5 ans, Ilyas, qui sera alors renversé par une voiture. Heureusement, Ilyas finit par survivre et plus tard, il deviendra même l'alter ego musical de Dante, sous le pseudonyme de DCQ, son premier partenaire dans le hip-hop. Mais on n'en est pas encore là. Pour le moment, Dante grandit simplement et il tente surtout d'éviter les ennuis au maximum. Et il va alors finir par trouver refuge dans l'art. Il développe très tôt une passion pour le théâtre, se produisant dans des pièces et des programmes artistiques qui l'aident à rester en dehors des ennuis. Bref, il adore l'expérience et quand il arrive au lycée, il s'inscrit immédiatement dans une école de théâtre. Et à l'âge de 16 ans, il va faire ses débuts en tant qu'acteur, apparaissant notamment dans You Take the Kids, une sitcom américaine sur un couple qui était contraint de s'occuper de 3 enfants après une situation familiale compliquée. Dans cette série, Dante incarnait le personnage de Marcus.
l'aîné des enfants du couple. Et on peut dire qu'il y apportait un certain charme et une touche de fraîcheur dans son rôle. Grâce à ça, il va ensuite réussir à décrocher un rôle dans la série The Cosby Mysteries à l'âge de 21 ans. Ce rôle a permis à Dante de se faire connaître en tant qu'acteur. Quoi qu'il en soit, Dante est à présent un jeune adulte, mais la transition d'adolescent à celle de jeune artiste est assez compliquée. Au retour de ce tournage, il se met en couple avec une fille plus âgée et finit par abandonner le lycée en deuxième année. Pourtant, ce choix ne marque pas la fin de son apprentissage. Bien au contraire, la scène devient son école et la musique son exutoire. C'est à cette époque qu'il commence à explorer le rap, influencé par son environnement culturel et ses amitiés. Il a toujours aimé la culture hip-hop et le rap, un mouvement dans lequel il se retrouve beaucoup. D'ailleurs, à l'âge de 10 ans, Mos Def était déjà captivé par des groupes comme Run DMC. Pourtant, à cette époque, il n'a pas encore tenté d'exprimer sa créativité à travers cet art qui est le rap. Et oui, vous vous en doutez peut-être, tout ça va rapidement changer. Dans les années 1990, il est très proche d'autres artistes musulmans comme Ali Shahid Muhammad et Q-Tip, avec qui il partage des discussions sur l'art, la foi et le sens de leur place dans le monde. Et puis, il y a évidemment l'endroit où il vit qui va énormément l'influencer. Bedford-Stuyvesant, ce quartier unique en son genre qui résonne comme un personnage à part entière dans sa vie. Grandissant dans une époque où le rap devenait une véritable force culturelle et politique, Dante a été immergé dans un environnement où le hip-hop n'était pas seulement un genre musical, mais avant tout un mode de vie. Dans son quartier, la musique était omniprésente. Des rythmes de jazz qui s'échappaient des fenêtres, aux beats improvisés dans la rue, ce mélange de sons, de luttes et de culture imprègne son esprit et façonne son art. Et dans les rues de Bedford, de grands noms du rap vont naître. Notamment The Notorious Big en 1994 sortira l'album Ready to Die et Jay-Z qui 2 ans plus tard se fera connaître avec son projet nommé Reasonable Doubt. Pour Dante, c'est dans cette atmosphère chargée de créativité qu'il a découvert son amour pour le rap, voyant en ce genre musical une manière d'exprimer ses réalités, ses luttes, mais aussi ses espoirs. You get your sharp hook if you dare to look. Look, coming straight from Bed-Stuy, I tell no lie. I got wings cause I'm so fly. Plus que simplement écouter, il voulait participer à cette révolution musicale et culturelle en devenant lui-même une voix qui résonne dans le monde du hip-hop. Bref, entre le théâtre, la musique, sa spiritualité naissante et un quartier qui le pousse à repousser ses limites, Dante Terrell Smith était déjà destiné à briller et croyez-moi, ce qu'il nous prépare, c'est du pur génie. Dante n'a pas commencé directement en haut de l'affiche. Non, ses débuts sont plus modestes, mais tout aussi marquants. Sa carrière musicale a commencé en 1994 quand il a formé un groupe avec son jeune frère, DCQ, et un ami du lycée. Le groupe s'appelait Urban Thermodynamics, ou UTD pour les intimes. Vous vous dites peut-être, qu'est-ce que c'est que ce nom ? Et honnêtement, vous avez raison. Mais pour résumer, le nom vient de l'idée de fusionner des concepts scientifiques et sociaux pour décrire la vie dans les quartiers urbains. D'un côté, Urban fait évidemment référence à la culture des quartiers, à l'environnement dans lequel les membres du groupe ont grandi. Thermo fait référence à la chaleur, celle de l'énergie et de la passion. Et enfin, Dynamics évoque le mouvement, l'évolution et cette idée que tout est en perpétuel changement. Le groupe, tout comme la culture hip-hop, cherchait à être une force dynamique, à faire bouger les choses et à briser les codes. Ensemble, ils ont sorti 2 singles avant de lancer un projet appelé Manifest Destiny, un projet qui ne sortira qu'en 2004. Dans cet album, on n'aura pas de gros hits, mais plutôt un son très underground. Et même si l'album est principalement une compilation de morceaux jamais sortis et d'anciennes productions de l'époque, ce premier album est surtout un morceau d'histoire, un aperçu de l'émergence d'un futur géant du rap. C'est aussi un album qui, malgré son échec commercial, a une place particulière dans le cœur des fans de l'artiste, parce qu'il rappelle un moment où le jeune Dante Terrell Smith forgeait son destin avec son flow unique et ses idées révolutionnaires. Bref, à cette époque, UTD n'était pas encore prêt à dominer les charts, mais leur son a jeté les bases sur ce qui allait suivre pour Dante. Un amour de la scène, des rimes aiguisées et un engagement artistique total. Mais bien sûr, Dante n'était pas du genre à rester coincé dans un seul groupe. Le gars, dès ses débuts, se lançait dans des freestyles de folie, faisant des collaborations avec d'autres talents underground, prouvant qu'il n'était pas juste un rappeur de plus.
Après ses débuts avec Urban Thermodynamics, il a plongé directement dans l'univers hip-hop underground. Et en 1996, il a commencé à se faire un nom en tant qu'artiste solo. Et pour ça, il doit avoir un nom de scène, et ce nom, ce sera Mos Def. Le nom est en fait une abréviation de Most Definitely, qui en français veut dire « c'est certain » ou « très probablement ». À l'époque, Mos Def voulait un nom qui soit à la fois distinctif et fort, mais aussi profond. Le nom Mos Def est comme ça devenu une marque de fabrique, symbolisant son engagement à offrir des paroles percutantes, des messages réfléchis et une approche authentique de la musique. Il débute alors sa carrière en solo, en collaborant avec des poids lourds du genre comme De La Soul, un groupe légendaire du rap alternatif qui était déjà connu pour leur approche avant-gardiste du rap. La première grande collaboration entre eux a eu lieu sur le morceau Big Brother Beat, qui faisait partie de l'album Stakes is High de La Soul. Come on, y'all, get live, get down. What we have is a brand new sound. So don't none of y'all just be misled. The daylight gonna do the body good like we wreck. Ce morceau, c'est l'une des premières fois où Mos Def est apparu aux côtés de La Soul et il a marqué un début d'association dans le monde du hip-hop underground. Ce morceau mettait en avant le style original de Mos Def, des rimes décontractées mais profondes, mais il a aussi montré un nouveau visage dans le paysage du hip-hop underground. Ce partenariat a été important pour Mos Def parce qu'il lui a permis de se rapprocher d'une des figures les plus respectées du rap et il a marqué un début de reconnaissance plus large dans ce milieu. Mos Def a aussi eu l'occasion de s'impliquer dans d'autres projets de la scène underground et il a rapidement construit des relations solides avec d'autres groupes de hip-hop comme Da Bush Babies, ce qui a permis à Mos Def d'apporter des rimes fluides, ajoutant une dimension encore plus intéressante à l'album du groupe. We get love everywhere we go. We get love at every show. We get love everywhere we rock. We get love at every stop. Malgré son amour du rap, Mos Def ne délaisse pas son autre passion, celle de la scène. Et en 1997, il fera plusieurs apparitions remarquées dans la série télévisée NYPD Blue en interprétant différents rôles. Mais cette même année, il va aussi balancer son tout premier single qui a rapidement attiré l'attention de la scène hip-hop. Le gars était là pour jouer dans la cour des grands, il balance des rimes ultra complexes et réfléchies tout en restant fluide et poétique. Mais là, ce n'était encore qu'un avant-goût de ce qu'il allait réellement apporter au hip-hop. Et l'année 1998 sera un tournant décisif dans la carrière de Mos Def. Il va alors tourner dans Spin City où il incarne Calvin, un jeune homme engagé dans un programme de travail communautaire. Mais en dehors de ça, cette année-là, il a aussi eu l'opportunité de signer chez Rawkus Records, une maison de disques emblématique qui allait pour lui changer les règles du jeu. Et en étant impliqué dans des lieux emblématiques de la culture hip-hop underground comme le Lyricist Lounge, un espace où les MC, poètes et artistes venaient se produire et partager leur art, Mos Def va rencontrer pas mal de monde qui baigne dans le domaine du hip-hop. Mais ce sera dans une librairie qu'une rencontre va changer le cours de sa carrière. Mos Def avait pour habitude de se rendre régulièrement à une librairie nommée Nkiru Books pour écrire ses textes de rap. Cet endroit était connu pour être un véritable centre culturel, un endroit où les idées circulaient librement, un carrefour d'échanges et d'inspiration. Et c'est dans ce lieu que Mos Def va croiser la route d'un certain Talib Kweli, un maître des rimes complexes. Là-bas, les deux artistes ont développé une amitié en se rendant compte qu'ils partageaient bien plus qu'une passion pour la culture et la littérature. À un moment donné, les deux artistes ont même co-géré la librairie, un rôle qu'ils ont pris très au sérieux. Ce n'était pas juste un job de plus pour eux, mais un moyen de contribuer à leur communauté en rendant la culture accessible et en offrant un espace pour les jeunes de Brooklyn. Et c'est aussi dans cette librairie qu'ils ont fait leurs premières armes en tant qu'artistes. Pendant leur temps libre, ils ont échangé des couplets, brainstormé des idées et partagé leur vision du rap. En plus de ça, les deux artistes appartenaient à Rawkus Records. Ce label les a offert l'opportunité de travailler ensemble de manière plus structurée et très vite, l'alchimie entre Mos Def et Talib Kweli était évidente et ils décident alors de former un duo qu'ils vont nommer Black Star. Le nom du duo a été inspiré de la Black Star Line. Pour résumer, c'était une compagnie de bateaux créée il y a très longtemps par un homme appelé Marcus Garvey. Son idée, c'était d'aider les gens noirs du monde entier à se connecter, à travailler ensemble et à être fiers de leurs origines. Du coup, avec ce nom, il donne immédiatement le ton en promettant des textes engagés, audacieux et profondément ancrés dans la culture afro-américaine. Ensemble, ils vont alors créer l'album Mos Def and Talib Kweli are Black Star, un disque qui a redéfini le rap conscient. Le projet a donné naissance à des classiques comme Respiration et Definition
Definition, qui se sont alors hissés dans les charts américains. I'm wrestling with words and ideas. My ears is pricked, seeking what will transmit from the first to the last of it. Delivery is passionate, you're holding out the half of it, forecasting aftermath of it. Projectile and I'm blessed away. Leur album n'était pas qu'un simple projet musical, c'était un contrepoids au rap commercial, une réponse à une époque où beaucoup cherchaient à glamouriser le matérialisme et la violence. Le but de leur rap était donc de montrer une voix différente à une génération qui se sentait souvent écrasée par des stéréotypes négatifs. Black Star prônait la conscience sociale, la lutte contre l'injustice et la fierté culturelle. Pas de bling-bling, pas de vie de gangster à vendre ici, juste de l'authenticité et des paroles percutantes. Et les résultats ont été impressionnants. L'album a été acclamé par la critique et Black Star a non seulement aidé à solidifier la réputation de Mos Def, mais a aussi aidé à redéfinir ce que son rap pouvait être. À partir de là, Mos Def n'était plus qu'un rappeur, il était un poète engagé, un narrateur d'histoire qui parlait de la vie, des luttes et de la beauté de la culture afro-américaine. À ce stade, Mos Def s'était bien installé dans le milieu underground du hip-hop. Mais ce qu'il ne savait pas encore, c'est qu'il allait se forger un chemin qui allait le mener bien plus loin, à la fois dans la musique, mais aussi dans d'autres domaines, comme le cinéma. Il était sur le point de marquer son empreinte dans la scène hip-hop, et son parcours allait être tout sauf moyen. Si vous pensiez qu'après avoir brillé avec Talib Kweli dans le duo Black Star, il allait juste s'installer confortablement dans ce rôle, vous vous trompez. Parce que Mos Def décide de passer à la vitesse supérieure en montrant qu'il était un artiste, un philosophe et un activiste tout en un. Pour le prouver, il va sortir son tout premier album solo, nommé Black on Both Sides. Et croyez-moi, avec ce projet, il ne fait pas dans la demi-mesure. Déjà, rien que le titre de l'album en dit long, Black on Both Sides veut dire noir des deux côtés. Avec ça, Mos Def nous montre qu'il est à la fois fier de ses racines africaines et conscient des réalités d'être un homme noir en Amérique. Il jongle avec des références philosophiques et spirituelles tout en restant ultra connecté à sa culture afro-américaine. Et là où Black on Both Sides devient vraiment incroyable, c'est dans la profondeur des messages. Mos Def n'a pas seulement fait un album pour faire un album cool, il a littéralement planté un drapeau sur le terrain du rap conscient. Ici, on est très loin du gangsta rap où les voitures, les billets, les chaînes en or étaient rois. Mos Def débarque avec des thèmes qui font réfléchir l'identité afro-américaine et les questions sur des défis sociaux dans une société américaine toujours divisée. Et avec des titres comme New World Water, il plonge la tête la première dans les eaux troubles du racisme, des inégalités et de la justice sociale. Avec ses paroles percutantes et son flow implacable, Mos Def parle de la lutte pour l'accès à l'eau. Dans un monde où l'eau est devenue une marchandise, il nous rappelle que l'accès à cette ressource devrait être un droit et non pas un luxe. Et selon moi, ce qui rend ce morceau captivant, c'est la manière dont Mos Def rend accessible une question aussi complexe. Et pour rester dans les mêmes thèmes, on a aussi le morceau Mathematics qui, selon moi, fait partie des morceaux les plus marquants sur l'album, voire même littéralement des morceaux les plus marquants de la carrière de Mos Def. Ici, Mos Def jongle avec les chiffres comme un mathématicien pour que chaque ligne soit un calcul, décryptant les inégalités, les statistiques sociales et les paradoxes de la vie. Et avec certaines paroles, Mos Def nous tend un miroir sur la surveillance omniprésente et l'obsession technologique qui définissent notre époque. Ce qui rend cette phrase brillante, c'est qu'elle est à la fois juste à l'époque, mais probablement encore plus aujourd'hui. Avec un simple pourcentage, il te donne à réfléchir sur le prix de notre modernité, et des phrases comme celle-ci, il en balance plein dans sa chanson. Avec cette phrase, il associe la grandeur de l'univers à la petitesse des priorités humaines. Bref, dans ce morceau qui est à la fois instructif et captivant, Mos Def ne rappe pas seulement pour nous divertir. Il transforme des données, des statistiques en une poésie, ce qui nous force à repenser ce qui compte vraiment. Mais attention, ces morceaux ne sont pas juste une déclaration politique. Le projet explore aussi des sujets plus personnels. Il y parle d'amour, de relations, de dilemmes et de la vie de tous les jours. On y retrouve d'ailleurs des classiques dans lesquels Mos Def nous livre une histoire d'amour un peu décalée, mais pleine de charme et de finesse. Mos Def y raconte l'histoire d'une rencontre avec une femme qui capte immédiatement son attention. Mais au fur et à mesure que l'histoire se développe, il se rend compte que leur connexion est plus superficielle qu'il ne le pensait.
6 range. And seen her on the ass, spotted her more than once. Ass so fat that you can see her from the front. Avec des morceaux comme celui-ci, Mos Def nous offre de l'art avec une touche de drôlerie qui fait sourire tout en envoyant du lourd. C'est du Mos Def pur jus avec cette capacité unique à faire parler des choses universelles comme les relations superficielles, mais d'une manière tellement originale et poétique. Bref, c'est ce genre de morceau sur lequel on peut à la fois danser et se poser des questions. Littéralement tout ce que j'aime dans la musique. Et détrompe-toi, l'album ne se résume pas uniquement à des histoires de cœur. Avec des titres comme You Me Says, il nous fait voyager dans ses racines en nous parlant de sa mère, de la sagesse héritée et des leçons de vie qu'elle lui a transmises. Ce morceau, c'est l'un des plus introspectifs et spirituels de l'album. Avec une production épurée, dominée par une ligne de basse douce, Mos Def nous livre à la fois un message simple et profond. Cette répétition agit comme un message universel qui dépasse les styles de musique et les cultures. Et là où le morceau brille, c'est dans son intimité. Mos Def chante autant qu'il rappe, ce qui donne une sincérité brute à sa performance. Et puis cette idée d'écouter les conseils de sa mère, qu'il appelle Yumi, lui donne un côté humain et touchant. Et ce qui fait aussi l'âme de cet album, ce sont évidemment les collaborations. Le projet est un véritable festival de talent derrière les platines, avec des collaborations impressionnantes entre producteurs établis et jeunes talents. Pour autant, Mos Def ne collabore pas avec n'importe qui. Chaque producteur apporte sa touche personnelle, ce qui ajoute richesse sonore incroyable, tout en restant fidèle à la vision de l'album. Et bien sûr, son acolyte Talib Kweli fera aussi une apparition, renforçant cette alchimie déjà présente dans Black Star. Mos Def et Talib Kweli, c'est un peu le duo parfait comme Sherlock et Watson, mais en version hip-hop. D'ailleurs, en parlant de hip-hop, l'un de mes morceaux préférés sur l'album porte le même nom. Cette chanson, c'est à la fois une déclaration d'amour au genre hip-hop et une analyse percutante de sa culture. Sur une production minimaliste et hypnotique, Mos Def dissèque ce qu'est le hip-hop. Il personnifie le hip-hop, le décrivant comme un être vivant, avec ses hauts et ses bas, ses contradictions et sa résilience. Avec ces lignes, il souligne la puissance créative et transformatrice de la culture, tout en dénonçant son exploitation commerciale et les compromis qu'elle peut engendrer. C'est en quelque sorte un avertissement. Si le hip-hop doit rester authentique, il doit aussi constamment se rappeler d'où il vient et pour qui il parle. Un autre morceau sur l'album que j'adore s'appelle Do It Now. Dans ce morceau, Mos Def et Busta Rhymes unissent leurs forces pour créer un feu d'artifice de rimes. Le mélange entre le flow fluide de Mos Def et le débit mitraillette de Busta Rhymes est juste dingue. Ensemble, ils créent un morceau qui célèbre l'urgence de vivre pleinement. Et ce qui rend cette chanson si intéressante, c'est la manière dont les deux artistes de Brooklyn jouent sur leur contraste tout en restant parfaitement complémentaires. Et en parlant de Brooklyn, une autre chanson sur l'album s'appelle aussi comme ça. Sur ce titre, Mos Def nous offre une pièce en 3 mouvements qui rend hommage à son quartier. Et le troisième couplet est probablement le plus surprenant parce que Mos Def utilise un instrumental d'une chanson de The Notorious Big, un choix qui ajoute une touche de légende à l'ensemble. Ce qui est fascinant, je trouve, c'est que le morceau a évolué au fil du temps. Il existe par exemple d'autres versions de la chanson qui étaient accompagnées par des productions d'autres chansons populaires dans les années 95. Finalement, il va aussi collaborer avec son vieil ami Ali Shaheed Muhammad, qui était membre du groupe A Tribe Called Quest, un groupe influent du hip-hop peu avant les années 2000. Bref, dans ce morceau, Shaheed Muhammad vient apporter sa touche sur un morceau nommé Got. This is how you get got at the gambling spot and your hand is mad hot.
got. This is how you get got. Out in Brooklyn late night flashing all of your rocks. Vous avez compris, ce n'est pas un album fait à la va-vite, c'est un travail d'orfèvre où chaque morceau est un chef-d'œuvre. Avec ce projet, il se positionne clairement comme un rappeur conscient, prenant des messages de paix, de justice et d'égalité, un contrepoids nécessaire à l'époque. Black on Both Sides devient vite un phare dans l'obscurité, donnant en partie naissance à la vague de rap conscient vers les années 2000. Mais ne vous y trompez pas, Mos Def ne se contente pas uniquement de rapper. Il a le don de fusionner les genres avec une aisance presque surnaturelle. Quand on l'écoute, on remarque des influences du jazz, de la soul et même de la poésie. En plus de ça, ses textes sont toujours remplis de significations puissantes, de métaphores, de petites pépites qui vous donnent envie de réécouter le morceau encore et encore. Et bien sûr, à sa sortie, l'album sera un carton. Il reçoit quasiment que des critiques très positives et plus que ça, il place Mos Def au sommet de la scène rap. Black on Both Sides, c'est le début de son ascension comme une figure publique. Mos Def devient petit à petit un intellectuel engagé qui en avait marre du bling-bling qu'on retrouvait énormément à cette époque. Le public voulait entendre quelque chose de bien plus profond et c'était exactement ce que Mos Def proposait. Par la suite, des générations d'artistes se sont inspirés de lui. Lui encore, ce premier album de Mos Def reste un pilier de la culture hip-hop, une pure référence du genre. Avant de continuer sa carrière en sortant un nouvel album, Mos Def participe à des projets vraiment surprenants, notamment à l'album Anomy and Bonomy du groupe britannique Scritti Politti. Initialement associé à un mouvement post-punk et à des idées radicales, le groupe s'est transformé dans les années 1980 en un projet orienté vers la pop sophistiquée et les sonorités électroniques. Et la collaboration entre Mos Def et ce groupe était donc aussi fascinante qu'improbable. Sur un des morceaux avec eux, Mos Def a apporté son énergie hip-hop, tandis que le groupe a ajouté leur touche pop-funk. C'est un mélange audacieux, mais qui en réalité correspond parfaitement à son style, un artiste caméléon qui fusionne tous les genres. À partir de là, on connaît tous Mos Def pour ses rimes affûtées, mais attendez, le gars c'est pas qu'un simple MC, il est aussi acteur, poète et franchement un peu touche à tout. Non seulement il brille sur scène et à l'écran, mais il a aussi su élargir ses horizons artistiques, comme si la musique, le cinéma et la poésie était simplement beaucoup trop facile pour lui. On est à présent en 2002 et cette année-là représente un gros tournant pour Mos Def. Raucus Records, le label emblématique du hip-hop underground qu'il avait vu naître en solo, passe sous l'égide de Geffen Records, un grand label du groupe Universal Music. Ce rachat a marqué une nouvelle ère pour les artistes du label, dont Mos Def. L'accord a permis à Raucus Records d'élargir son champ d'action tout en bénéficiant d'un soutien financier et de ressources de Geffen. Cela a ouvert la voie à plus d'accès au marché grand public, pas nécessairement en ligne avec l'esprit d'indépendance qui avait caractérisé Raucus au début. Quoi qu'il en soit, le vrai point positif à retenir dans tout ça, c'est qu'avec Geffen, Mos Def a pu sortir son deuxième album solo en 2004, nommé The New Danger. Ce projet ambitieux fusionnait le rap, le rock et le blues, mais était aussi un peu plus expérimental et plus que ses précédents travaux. Une des collaborations les plus marquantes de l'album est celle avec le Black Jack Johnson Band, un groupe composé de musiciens expérimentés avec une forte influence de la musique afro-américaine. D'ailleurs, le nom de ce groupe est un clin d'œil à l'un des premiers héros culturels afro-américains, Jack Johnson, le premier champion du monde de boxe poids lourd d'origine afro-américaine. Dans cet esprit, le Black Johnson Band a fait appel à des musiciens légendaires de plusieurs univers, dont le jazz, le funk et le rock, pour contribuer à l'album de Mos Def. Et évidemment, ça a payé. The New Danger arrive directement à la 5e place du Billboard 200, son album le plus réussi à ce jour, et certains singles de l'album vont vraiment faire leur petit effet. Notamment un morceau sur lequel Mos Def fait le constat des aspects les plus complexes et les plus contradictoires de la vie. I'm on the launch pad for the warm blast, got the John Shaft cocked back and loaded. Bang, I beat the war jump, body awesome, it's the way that you come that got me going. Bang. Avec un groove fluide et une mélodie accrocheuse, il aborde 3 des thèmes les plus universels, mais pas dans la manière habituelle. Parce qu'il ne s'agit pas de glorifier ces concepts, mais plutôt de les examiner sous un angle plus critique. Mos Def nous invite à réfléchir sur la façon dont ces éléments influencent nos comportements, nos choix et nos valeurs. Et il va très loin en explorant par exemple l'idée que l'argent est à la fois une source de pouvoir et de destruction, un outil qui, lorsqu'il est mal utilisé, peut déshumaniser les gens. Ce morceau est donc un parfait exemple de ce que Mos Def sait faire de mieux. Et juste après cette chanson sur l'album, il nous emmène dans un tout autre univers,
avec le morceau Sunshine. Ce morceau, c'est comme une bouffée d'air frais dans le projet. Mos Def y parle des moments qui rendent la vie belle, des raisons de sourire quand tout n'est pas parfait. Musicalement, l'instrumentation de ces chansons est minimaliste, mais très efficace. Cette chanson est construite comme une conversation intime, presque acoustique, où tout respire la positivité sans forcément forcer cet aspect. Et côté sampling, Mos Def joue ici sur la subtilité. Il sample une chanson de la chanteuse Melba Moore en inscrivant la chanson dans cette tradition hip-hop où l'essence même de la soul et du funk est capturée et réinterprétée. Get up or get out, get down, I lay low. You're standing in the shadow of a fabulous man. Brooklyn figure I am. That brother, that dude, black people. Ce morceau, ce n'est pas juste une chanson joyeuse. Il te glisse aussi l'idée qu'il faut rester toi-même et garder ta lumière, même quand la vie devient compliquée. Mais ce n'est pas tout, parce qu'évidemment, Mos Def a encore plus d'un tour dans son sac. Il explore d'autres sonorités, comme sur la chanson Ghetto Rock, où il mélange des éléments rock et hip-hop. Mos Def y raconte comment la musique, et plus particulièrement le hip-hop, peut transcender les barrières sociales et offrir une échappatoire à ceux qui vivent dans les quartiers populaires. Le titre fait écho à l'idée que la musique est un moyen de se réapproprier son identité et de revendiquer une forme de liberté. Ce morceau ne se contente pas de célébrer la musique, il incarne aussi l'esprit du ghetto comme un lieu de créativité brute. Le morceau est à la fois fort et plein de l'énergie de la rue, et comme souvent pour cet artiste, le résultat combine à la fois message social et puissance musicale. Finalement, l'un des morceaux que je trouve vraiment génial sur l'album, c'est The Panties. Un morceau audacieux et décalé qui se distingue par son approche du désir. Parce que très vite dans la chanson, il va au-delà de la simple séduction pour explorer les dynamiques complexes qui existent dans les relations. Musicalement, le morceau contient une légère touche de funk et l'ambiance est à la fois décalée et sensuelle. I got so much that I want to do, but I can show you better than I can say. Ce changement de cap a évidemment divisé les fans et la critique, mais a aussi marqué une étape importante dans sa carrière, le propulsant dans une nouvelle dimension musicale et médiatique. Parce que l'album a même été nominé aux Grammy Awards, ce qui montre à quel point il a été important dans la scène hip-hop. Mais comme souvent, Mos Def ne se contente pas de ça. Loin de là. Parce qu'on le retrouve aussi sur grand écran, avec des rôles dans des films comme The Italian Job, dans lequel il incarne un expert en explosifs dans une équipe de braqueurs. En 2000 aussi, il joue en tant qu'acteur, et là dans le film Bamboozled de Spike Lee. Dans ce film encore, comme dans tout le reste de sa carrière, il ne fait pas les choses à moitié. Le film, qui est une satire mordante sur les stéréotypes raciaux, donne à Mos Def une opportunité de démontrer son engagement, et cette fois à travers son jeu d'acteur. Ensuite, pendant quelques années, il se mettra en retrait. On le verra alors presque plus jusqu'en 2004 dans un film historique où il joue le rôle surprenant d'un assistant chirurgien. Il nous montre alors qu'il peut tenir un rôle principal dans un drame sérieux tout en conservant le style naturel qui le rend unique. Finalement, il étendra sa liste de films en enchaînant 2 films en 2005 avant d'apparaître dans 16 Blocks aux côtés de Bruce Willis. Dans ce thriller, Mos Def surprend et brille en incarnant un criminel nommé Eddie Bunker. Et ce qui rend son rôle mémorable, c'est sa capacité à rendre Eddie irrésistiblement sympathique. Mos Def nous montre alors qu'il peut aussi être un acteur capable de donner de la profondeur à un rôle qui, entre d'autres mains, aurait pu être banal. Comme toujours, Mos Def finira par revenir avec ce pourquoi il s'était fait connaître, en revenant en force avec son 3e album solo, nommé True Magic. Un album sous Geffen Records, qui a marqué la fin d'une époque. Pour l'album True Magic, Mos Def est arrivé sans prévenir, sans pochette d'album et sans grosse promo qu'on pourrait attendre d'un artiste de son calibre. Mais tu l'as compris, Mos Def n'a jamais été du genre à suivre les règles. Le résultat de cet album, un projet brut, pour certains un peu bancal, mais bourré de cette énergie imprévisible qu'on lui connaît. Dès les premières notes sur l'album, tu te rends compte que Mos Def est loin d'avoir révélé tout ce qu'il savait faire. D'ailleurs, pour l'un des premiers morceaux sur l'album, il a travaillé avec les Neptunes, un duo de producteurs composé de Chad Hugo et d'un certain Pharrell Williams. No matter how hard you try, you can't stop us now. The undeniable.
Mais dans cet album, Mos Def nous propose aussi Crime and Medicine. Une chanson qui frappe fort, et pas uniquement à cause de son beat lourd et menaçant. Et là encore, musicalement, la chanson est un hommage audacieux à l'âge d'or du rap. Parce que Mos Def y reprend l'instrumental du classique Liquid Swords de Jeezy, un pilier du groupe Wu-Tang Clan. Et autant vous dire que dans ce titre, il ne prend pas de pincettes pour décortiquer les injustices et les contradictions du monde qui l'entoure. Ici, Mos Def explore le lien entre le crime et les systèmes qui prétendent le combattre. Il critique une société où la corruption et les inégalités sont au centre. Bref, après cette atmosphère sombre, Mos Def nous présente une toute autre chanson qui là va arriver comme un rayon de soleil. C'est un morceau calme mais porteur d'un message de résilience. Les paroles simples mais sincères sont accompagnées d'une production très douce qui met l'accent sur le message sans encombrer l'auditeur. Mos Def enchaîne ensuite avec la chanson Sun, Moon, Stars qui est un petit peu son voyage cosmique sur l'album True Magic. The waking hour, the moment, the dream, the laugh, the murmur, the moan, the scream, the voice of reason somewhere in between, the one and all of me and the we. Là où Mos Def frappe fort, c'est dans sa manière de connecter les éléments naturels comme le soleil, la lune, les étoiles, avec des concepts humains comme l'amour ou l'espoir. Ce qui rend cet album fascinant, c'est qu'il ne ressemble à rien d'autre. Ce n'est pas un album ultra policé qu'on met pour briller en société, c'est plus comme un aperçu des idées et des humeurs de Mos Def à des moments précis de sa vie. Il ne cherche pas du tout à nous séduire, et c'est probablement pour ça que ça fonctionne si bien. Alors, est-ce que c'est son meilleur album ? Probablement pas, mais si on me demande si c'est son album le plus authentique, là je répondrai que ça l'est sûrement. Au fil de sa carrière, Mos Def ne s'est jamais contenté d'être un simple rappeur ou un simple acteur. Entre 2008 et 2010, il s'est imposé comme une figure importante du paysage culturel et un exemple de polyvalence artistique. En 2008 par exemple, Mos Def réapparaît sur les écrans en jouant dans une comédie appelée Be Kind, Rewind. Dans ce film, Mos Def incarne Mike, un employé timide mais débrouillard d'un vidéoclub de quartier menacé par la modernité. Aux côtés de Jack Black qui joue son meilleur ami, Mike se retrouve embarqué dans une aventure farfelue lorsqu'un accident magnétique efface toutes les cassettes du magasin. Et leur solution à ce problème sera alors de recréer tous ces films eux-mêmes. La même année, il sera à l'affiche, mais cette fois dans un rôle beaucoup plus sérieux. Dans Cadillac Records, Mos Def incarnera le père fondateur du rock'n'roll, le légendaire Chuck Berry. Mos Def ajoute à son interprétation une énergie folle, notamment quand il joue les hits du chanteur. Ce rôle permet à Mos Def de fusionner son amour de la musique avec son talent d'acteur. Il apporte de l'humanité et une profondeur au personnage de Chuck Berry. Finalement, il passera même une tête dans la série Dexter, où il joue un ancien criminel devenu pasteur, prônant la rédemption et aidant des ex-détenus. Sa relation avec Dexter, marquée par la foi et le pardon, pousse ce dernier à remettre en question sa nature. Et même s'il brille dans ce rôle, Mos Def finira quand même par revenir à ce qu'il sait faire de mieux, la musique. On est en juin 2009 quand Mos Def offre à ses auditeurs un projet qui défie les conventions du hip-hop. Un nouvel album qui promettait une œuvre audacieuse en collaboration avec des producteurs de génie comme Madlib, Preservation et J Dilla. L'album nommé The Ecstatic se distingue par sa capacité à naviguer entre les influences variées, jazz, reggae, psychédélisme et même flamenco. Ça va littéralement dans tous les sens et pourtant il reste fidèle à ses racines hip-hop. Et avec des morceaux comme The Embassy et Auditorium, Mos Def n'hésite pas à donner son point de vue sur la situation. Et il illustre parfaitement son talent pour mêler la poésie à la paranoïa politique. People seem to find that interesting. High status, intrigue, and mystery. Special code name on the hotel registry. I love it when they say, enjoy your stay. You feel it in the street, the people breathe without hope. They're going through the motion, they dimming down the focus. The focus get cleared and the light turns sharp and the eyes grow teary. The mind grow weary. I speak it so clearly, sometimes y'all don't hear me. Dans ce dernier morceau, il fusionne des métaphores naturelles et mythologiques pour affirmer le pouvoir de la créativité et de l'expression. Mais au-delà de sa richesse intellectuelle, ce projet de Mos Def n'oublie jamais d'être un plaisir auditif avant tout. Les instrumentaux, par exemple, sont souvent surprenants dans leur structure, mais toujours fascinants dans leur audace. Et en étant en pleine tournée pour cet album, Mos Def va aussi se plonger dans des collaborations avec des géants comme Kanye West et The Roots,
solidifiant encore un peu plus son rôle dans le monde du hip-hop. La collaboration entre Mos Def et Kanye West sur l'album de Kanye était un mélange unique entre deux artistes très différents. Mos Def apporte une profondeur lyrique et un sens spirituel, alors que Kanye ajoute son excentricité et sa production atypique. Et avec des titres comme Two Words, il s'illustre très bien cette fusion improbable. Et comme je l'ai dit, à côté de ça, Mos Def a aussi collaboré avec The Roots, un groupe emblématique du hip-hop. Sur Rising Down, l'album des Roots sorti en 2008, Mos Def prête sa voix pour créer un morceau assez spécial. Tonight at noon, watch your bad moon rising. Identities in crisis and conflict diamonds. Blinding, staring at lights till they crying. Bone gristle popping from continuous grinding. Ici, Mos Def et The Roots partagent une vision commune. Celle de faire de la musique un moyen d'éveiller les consciences. Et en 2009, Mos Def nous prouve encore une fois que sa passion pour l'art s'étend à d'autres horizons, en nous dévoilant cette fois sa propre ligne de vêtements. Là encore, ce n'était pas juste une question de style, mais une extension de sa vision artistique. Et comme s'il avait besoin de plus de projets pour occuper ses journées, il s'associe avec Converse pour concevoir des chaussures en édition limitée. Cette même année, Mos Def s'est associé à un entrepreneur américain nommé Damon Dash, pour rejoindre son collectif. C'est en quelque sorte un espace créatif et collectif qui accueillait des artistes, des créateurs et des musiciens issus de différents domaines. Mos Def, toujours en quête de nouvelles expériences, a rejoint le collectif et s'est lancé dans un nouveau projet aux côtés des Black Keys. Ce projet, intitulé Black Rock, était une fusion de blues rock et de rap. L'album mettait en avant des collaborations entre le groupe de rock de Black Keys et des rappeurs comme Mos Def. Ce projet sortait vraiment de l'ordinaire à l'époque, parce qu'il mélangeait des genres musicaux souvent perçus comme opposés. Mos Def a donc joué un rôle très important dans la promotion de ce projet crossover. Mais avant tout, elle démontrait aussi sa polyvalence. Imaginez-vous un peu à la place de Mos Def. Vous êtes l'un des rappeurs les plus respectés de la planète, et là, vous décidez de tout reprendre depuis le début. Littéralement. Mos Def, c'est terminé, et on reprend à zéro. Soyons honnêtes, la majorité d'entre nous ne ferait jamais un tel choix. Pourtant, ça a bien été le choix de Mos Def. My professional name will be my chosen and my legal name, which is Yasin Bey. You know, some people, I know people have an emotional relationship with that name, Mos Def. So do I made it up. En septembre 2011, le rappeur fait une grande annonce. Il explique alors avoir légalement changé son nom en Yasin Bey. Mais alors, pourquoi ce changement de nom? Eh bien, ce n'est pas juste une histoire de musique, mais plutôt un voyage intérieur. Yasin est un nom qui figure dans le Coran et qui était important pour le rappeur qui s'est converti à l'islam à l'adolescence. Ce nom sacré, il le portait déjà depuis 1999, mais à présent, il avait décidé de le revendiquer publiquement. Yasin Bey a expliqué qu'il en avait marre de voir son nom traité comme une simple marque, un produit du show business. C'était un acte de déconnexion avec l'image que la célébrité avait créée pour lui, et il voulait maintenant revenir à quelque chose de plus personnel et de plus spirituel. You know, I think that human beings are a lot more complex and dynamic than this guy is this one thing, that girl is this one thing. And my music has always been about, you know, showing that dynamic, even more than the money. The thing that I'm most focused on is that people take their time to listen to what I have to say. Pour Yasin, ce changement de nom, c'est un retour à ses racines, parce que pour lui, la musique n'est pas là pour remplir son portefeuille, mais surtout pour nourrir les esprits et allumer des étincelles dans les têtes de ses auditeurs. Il veut qu'on l'écoute et qu'on réfléchisse beaucoup plus à ce qu'il a à dire, au lieu de faire attention à l'emballage autour de son message. Il a déclaré à un journaliste « J'ai commencé à avoir peur que Mos Def soit traité comme un produit et non comme une personne. Alors je me suis fait appeler Yasin depuis 1999. Au début, c'était juste pour mes amis et ma famille, mais maintenant, je le déclare ouvertement. Mos Def est un nom que j'ai construit et cultivé au fil des années. C'est un nom que la rue m'a appris
une figure de style qui m'a été donnée par la culture et par mon environnement. Et ce changement de nom s'est aussi accompagné d'un changement de vie radical. Yacine dira adieu aux États-Unis pour aller s'installer en Afrique du Sud. Il voulait s'éloigner du système américain et des pièges du show business pour retrouver une paix intérieure et une liberté d'esprit en Afrique. Après cette histoire, Yacine s'est éloigné de l'industrie musicale pendant quelques années et il a ensuite réapparu en 2015 sur la chanson Back Home aux côtés du rappeur A$AP Rocky. L'année suivante, c'est le grand retour de Yacine avec un album à lui. Enfin, pas tout à fait, parce qu'en réalité, il débarque aux côtés de l'artiste Ferrari Shepherd avec un album collaboratif. Un projet qui brouille les lignes entre l'art musical, l'expérimentation et un petit peu de provocation. En fait, en 2013, Yacine avait fait une rencontre inattendue à Addis Abeba, en Éthiopie. Cette rencontre a alors marqué le début d'une collaboration fascinante entre Yacine Bey et l'artiste Ferrari Shepherd. Ce duo improbable a fusionné leurs talents respectifs dans le domaine des arts visuels et de la musique. Ce qui avait alors commencé comme une expérimentation décontractée de Shepherd et Yacine s'est rapidement transformé en quelque chose de beaucoup plus grand. Et en août 2016, le duo décide alors de nous sortir un truc très différent de ce à quoi les fans de Yacine Bey s'attendaient. Fini les sorties classiques, les albums en bonne et due forme, pas de promo à la télévision, pas de passage en radio, pas de clip à la télévision, et il n'y a même pas de sortie physique du projet. Mais alors, pourquoi ce choix? Eh bien, parce qu'à ce stade de sa carrière, Yacine Bey n'avait plus envie d'être un produit que l'industrie consomme et digère. Lui, il est là pour faire de la musique qui a du sens, qui fait réfléchir, qui provoque, qui dérange, mais surtout qui fait bouger. D'ailleurs, ça le poussera à reformer son duo mythique Black Star. En 2018, ils annonceront leur nouveau projet sans pour autant le publier. Parce que pour le découvrir, il faudra attendre plusieurs années. Pendant ce temps-là, ça n'empêche pas Yacine de continuer à travailler. Il reviendra en 2019 en dévoilant son tout nouveau projet Negus. Toujours aussi imprévisible et innovant, Yacine Bey propose un projet musical qui défie toutes les conventions. Il ne s'agit pas d'un album classique que vous pouvez écouter sur Spotify en faisant la vaisselle ou en jouant aux jeux vidéo. Negus, c'est bien plus qu'une simple collection de morceaux. C'est une expérience artistique immersive, un voyage sonore présenté uniquement dans des installations temporaires à travers le monde, dans des musées. Pour Bey, la musique de Negus ne doit pas être possédée ou consommée à la va-vite, mais vécue comme une œuvre vivante. Ce choix de ne pas sortir cet album sous forme numérique ou physique, eh bien c'est une déclaration en soi. Dans une ère où tout est instantanément accessible, Yacine Bey nous propose quelque chose de différent. Prendre le temps de ressentir, de réfléchir et de vivre la musique autrement. Et même si à cette période, certaines rumeurs vont courir, disant qu'il était sur le point de prendre sa retraite définitive, on le retrouvera sur l'album Bandana en 2019, un album de Freddie Gibbs et Madlib aux côtés de Black Thought. Beast preparatory school, emperors and conquerors, pharaohs and followers, goblins and monsters, stone heart jewels and gold for the fools, the bones of the innocent as buckles on their boots. Finalement, en 2022, la grosse annonce aura lieu. Le projet que le groupe Black Star avait déjà annoncé en 2018 voit enfin le jour. Mais restant fidèles à leur esprit non conformiste, ils l'ont sorti exclusivement sur la plateforme Luminary, accompagnant leur podcast nommé The Midnight Miracle. Ici, pas de Spotify ni d'Apple Music, il fallait s'abonner pour savourer leur retour. Une démarche qui à première vue peut sembler risquée, mais qui s'inscrit dans leur volonté à redéfinir les règles et aller à contre-courant de l'industrie musicale. Et musicalement, No Fear of Time est encore une fois une collaboration magistrale avec Madlib, le producteur de génie. On y retrouve la poésie tranchante de Talib Kweli et la profondeur philosophique de Yacine Bey, qui apportent des sujets allant de la politique aux luttes personnelles avec une maturité qui reflète leur évolution en tant que personne. Avec cet album, Yacine et Talib ne cherchent pas à recréer la magie de leur premier album, ils embrassent plutôt leur présent et avec des chansons comme So Be It, ils dénoncent sans détour les injustices sociales et des abus de pouvoir. Sharper than a straight razor shave, cooler than a steel to put the blade to a point. It's worldwide currency, they wishing well coins. It's high fidelity bang, they speak a leak noise. And not at Chuck D level, y'all at petite level. Have gun, do travel, spread love, beat devils. Ce qui est frappant dans ce premier morceau de l'album, c'est l'urgence et la sincérité du propos, et le duo nous proposera d'autres masterclass sur l'album. Some were happy, some were sad, some felt bad from being good, some felt good from being bad. The feelings pass and change, but they never leave. They here to stay. Right this way, try and feel. The road so dark, be the light.
shed the light into the dark road. Ha, the light is not afraid, that part. Ils y rendent hommage à ceux qui ont tracé la voie avant eux, tout en affirmant leur propre héritage dans l'histoire du hip-hop. Ce projet démontre la profondeur et la pertinence de Black Star. Il met en avant non seulement leur talent, mais surtout l'alchimie musicale entre les deux artistes. Yasiin Bey, on l'a vu, c'est évidemment bien plus qu'un simple rappeur. Il a toujours utilisé sa notoriété pour défendre des causes sociales, et pour lui, il n'était pas question de se contenter de faire des tubes. C'est un vrai activiste, prêt à faire entendre sa voix pour des causes qui lui tiennent à cœur. Dès le début des années 2000, il n'a pas hésité à utiliser sa célébrité pour se battre contre la brutalité policière et pour la justice sociale. Mos Def et Talib Kweli lancent le projet Hip Hop for Respect, une initiative pour dénoncer les violences policières après l'assassinat d'Amadou Diallo, un immigrant guinéen de 23 ans qui avait été tué par la police cette année-là. Après l'avoir confondu avec un suspect armé et croyant qu'il tenait l'arme en main, les policiers ont ouvert le feu en tirant 41 balles. Évidemment, il était déjà trop tard quand ils se sont rendus compte qu'il tenait uniquement son portefeuille en main et qu'il n'était en réalité qu'un simple passant. L'acquittement des policiers dans cette affaire a provoqué des protestations massives et a marqué un moment important dans la lutte contre les injustices raciales aux États-Unis. Du coup, le duo Black Star a voulu marquer le coup en rassemblant 41 artistes, un pour chaque balle tirée sur Diallo. Et ça ne s'arrête pas là. En 2005, Mos Def organise un concert de soutien pour Mumia Abu Jamal, un condamné à mort pour le meurtre d'un policier. Son procès a été entouré de nombreuses irrégularités et accusations de racisme systémique. L'année d'après, il monte même un collectif avec des personnalités politiques pour réclamer l'annulation d'une prime d'1 million de dollars pour l'arrestation d'Assata Shakur, une militante afro-américaine et membre du Black Panther Party et des Black Liberation Army. En 1973, elle a été accusée d'être impliquée dans le meurtre d'un policier, un crime qu'elle a toujours nié, et après avoir été condamnée à la prison à vie, elle a réussi à s'évader de cette prison. Elle a ensuite trouvé refuge à Cuba, où elle vit en exil depuis lors. Assata Shakur est devenue une icône de la lutte pour les droits civiques et reste une figure controversée aux États-Unis. Quoi qu'il en soit, Mos Def n'était pas du genre à rester dans l'ombre quand il s'agissait de défendre ceux qu'il croyait être justes, mais pour autant, il ne parle pas que de racisme et d'injustice sociale. En 2005, après l'ouragan Katrina, il sort une chanson percutante appelée Katrina Clap. Et ce morceau, il le sort principalement pour critiquer la gestion du gouvernement Bush face à la catastrophe. And Mr. President, he bout that cash. He got a policy for handling the niggas and trash. And if you poor, you black. Avec ces paroles, Yasiin critique la lenteur du gouvernement à réagir. Et évidemment, il ne va pas s'arrêter là. En 2005, lors des MTV Video Music Awards, Mos Def a même créé un moment mémorable en interprétant Katrina Clap sur un camion devant la radio City Music Hall à New York, attirant une foule qui s'est rapidement formée autour de lui. Résultat, il a fini arrêté, sans permis de performance. Il fera des choses comme ça tout au long de sa carrière. C'est un homme qui, quand il s'agit de défendre des injustices, n'hésite pas une seconde à attaquer ce que tout le monde veut ignorer. Finalement, en 2018, il a même ouvert une galerie d'art dans le Bronx. L'objectif était de mélanger hip-hop et art contemporain pour que la culture de la rue, pour prouver qu'aucune forme d'art n'est supérieure à une autre. Malheureusement, Yasiin a aussi connu quelques difficultés personnelles. Après s'être marié en 1996 et avoir passé une décennie aux côtés de Maria Yepes, Yasiin Bey a demandé le divorce. Jusque-là, rien de très surprenant. Par contre, après ça, une bataille judiciaire s'ensuit autour des pensions alimentaires pour leurs 2 filles. Et en devant payer 10 000 $ par mois, disons que les finances de notre artiste semblaient assez compliquées. Mais l'amour ne s'arrête pas à Maria. Plus tard, Yasiin a aussi eu 4 autres enfants, dont une certaine Layla, qui par la suite est devenue une chanteuse et productrice R&B. Et puis évidemment, il y a la figure centrale de sa vie, sa mère, Sharon Smith. Elle était non seulement conférencière motivatrice, mais aussi autrice et surtout manageuse de Mos Def. En dehors de ça, en 2011, alors qu'il tente de quitter l'Afrique du Sud à l'aéroport de Cape Town, les autorités ont constaté qu'il avait un visa expiré et qu'il n'avait pas la documentation appropriée pour quitter le pays. Cela a entraîné son arrestation et sa détention temporaire. L'incident a suscité une couverture médiatique importante et fait parler de lui à une échelle internationale, mais l'histoire, elle ne s'arrête pas là. Après cette arrestation, il a été mis sur la liste des personnes indésirables par le gouvernement sud-africain, ce qui signifiait en gros qu'il était interdit de rester dans ce pays. C'était un coup dur pour l'artiste qui avait des liens forts et une admiration pour ce pays. Mais malgré ses problèmes personnels, ces années ont montré un Mos Def au sommet de sa polyvalence. Et que ce soit sur scène, dans un studio ou sur un tournage de film, il nous montre toujours que la créativité et la conscience sociale
vont très bien ensemble. Yasiin Bey, c'est un artiste que j'admire parce qu'il n'a jamais eu peur de casser les codes et de pousser ses propres limites. Il est le parfait mélange entre talent pur et engagement. C'est quelqu'un qui utilise son talent pour parler de choses qui comptent vraiment et pour remettre des vérités en place. Un peu à l'image d'un Tupac Shakur ou d'un Bob Marley, même si évidemment il n'a pas connu le même succès. Et que ce soit en tant que Dante, Mos Def ou Yasiin Bey, il n'a jamais cherché à rester dans une case, et cela même aux dépens de sa propre carrière. Il a toujours suivi sa propre voie, sans chercher à plaire à tout prix, et ça, c'est vraiment inspirant. Alors voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu sais comment me le faire savoir. Tu peux mettre un petit j'aime, un commentaire, t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et tu peux évidemment activer la cloche pour savoir quand je sortirai une nouvelle vidéo. Et nous, comme d'habitude, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo sur YouTube pour une nouvelle histoire. Check it, 1 for Charlie Hustle, 2 for Steady Rock, 3 for the forthcoming live Future Shock.